Ce qui m'intéresse dans le contenu, c'est déjà se dire en fait, le contenu c'est un moyen, c'est pas un objectif. Ça paraît un peu évident dit comme ça. Je travaille sur beaucoup d'appels d'offres. En fait, on se rend compte à la fois dans les briefs qu'on reçoit et dans la manière dont on gère les briefs quand on les reçoit, qu'on a tendance à certains moments à oublier que le contenu c'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui doit servir quelque chose d'autre. Et quand on dit ça, les objectifs peuvent être des usages intemporels, mais ça peut aussi être des usages qui vont être en relation avec un contexte. Et c'est un peu ce contexte qui va me servir de fil rouge, qui est un contexte que j'aime bien, que je trouve intéressant, qui est celui de la déconnexion. Et c'est un contexte qui est extrêmement riche, en fait. Derrière ce terme, il y a tout un tas de réalités qui se prêtent, qui sont intéressantes à prendre en compte. La déconnexion, c'est 62% des internautes qui ont envie de se déconnecter parce qu'ils trouvent qu'ils sont trop derrière leur téléphone, derrière leur ordinateur. La déconnexion, c'est tout un tas de nouveaux mots ou de nouveaux symptômes qui apparaissent. L'apnée du sommeil, où il y a tout un tas d'entre nous qui, quand on reçoit un mail, nous retenons de respirer parce qu'on ne sait pas ce qui va nous attendre et on est sur une posture défensive comme ça, prêt à réagir. Le FOMO, le Fear of Missing Out, on est toujours connecté et on a l'impression de passer à côté de quelque chose quand on n'est pas derrière son écran. La phobie du no mobile, quand on n'est pas derrière son téléphone, on ne se sent pas bien. Tout ce qui est pression sociale, surtout sur les publics plus jeunes par rapport à des publications sur les Facebook, etc., où il y a tout un tas de nouveaux symptômes qui peuvent arriver. Douglas Rushkoff a théorisé tout un tas d'éléments qui sont aussi intéressants. J'aurais pas le temps d'en parler ici, mais je vous invite à vous pencher dessus si ça vous intéresse. Sur le présent distracté, le présent distordu, distrait, tout un tas d'éléments en fait sur une temporalité qui est un peu sans fin. Il prend l'exemple notamment dans le Collapse of Narrative, qui est un des 5 points qu'il évoque dans son thème, qui est une narration qui n'a jamais de fin. Game of Thrones, par exemple, il prend l'exemple des Simpsons, qui est tout le temps dans le présent, mais qui n'a jamais un objectif, une finalité. L'overriding, où c'est essayer de faire tenir le plus de choses possible en un minimum de temps, plutôt que d'essayer de prendre un peu le temps pour y vivre. Donc tout un tas d'éléments en fait qui nous rassemblent à une présent toujours plus présent, mais pas forcément très qualitatif dans ce présent-là. Et donc concrètement pour nous, marketeurs, communicants, qu'est-ce que ça implique ? Très basiquement, des prospects qui deviennent aveugles aux publicités, des fans qui voient de moins en moins nos posts Facebook, des internautes ou des clients qui ouvrent de moins en moins les emails, même si l'email marketing n'est pas encore mort. Alors tout n'est pas noir, il y a des points positifs. Le fax reprend des couleurs. Comme plus personne l'utilise, j'ai eu cette discussion là-dessus il y a quelques semaines, sur des prospecteurs qui utilisaient le fax maintenant pour toucher des gens, parce que justement, on n'est plus dans cette logique de sur-sollicitation sur le fax. Donc cette déconnexion, elle est à la fois volontaire, parfois en rejet à quelque chose, elle est parfois inhérente, parce qu'on a trop d'informations, on a trop de sollicitations, et donc on n'a pas moyen de faire autre chose. Et donc la question, et une des réponses peut être le contenu, c'est comment est-ce qu'on peut rester dans l'attention qu'on va rechercher par rapport à nos clients, à nos prospects, à nos internautes. Par rapport à ça, j'avais envie de partager trois grandes pistes de réponse. La première qui est de dire que aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de vous faire découvrir, non pas comme étant une marque ou une entreprise, mais comme étant une personnalité. Je pourrais reprendre un petit peu le nouveau modèle le nouveau modèle de Gmail, quand ils ont sorti cette différenciation un peu par les Anglais, où il y a d'un côté les mails des vrais gens, et de l'autre côté, il y a les mails des newsletters et des entreprises. Et c'est se dire comment est-ce que demain on réussit à être dans les emails des vrais gens, naturellement, parce qu'on est considéré, perçu comme une vraie personne. Petit chiffre, 73% des marques pourraient disparaître sans manquer à personne. C'est beaucoup, c'est pas tant que ça non plus, ça c'est au niveau monde. Si on prend au niveau France, on est à 93%. Donc ça veut dire, si vous travaillez dans des marques ici, que peut-être, même très probablement, votre marque n'est pas suffisamment importante aux yeux des publics pour se dire que si demain elle a été amenée à disparaître, elle allait manquer dans notre quotidien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? En quoi le contenu peut être une réponse ? J'ai un petit exemple, une petite histoire animalière que j'aime bien. C'est un psychiatre qui faisait des études dans les années 50 sur notamment les bébés singes et comment est-ce qu'ils grandissaient. Donc il a fait une petite expérience, il a pris des bébés singes, il les a mis dans une cage, et il y avait des mamans singes, mais des fausses mamans singes qui étaient en grillage et en chiffon.
il y avait deux types de mamans. Il y avait des mamans qui étaient chauffées, qui étaient donc un peu chaleureuses comme des vrais êtres vivants, et il y a des mamans qui étaient froides mais qui donnaient du lait. Et ce qu'il a observé, en fait, c'est que la totalité des petits singes restaient le plus longtemps possible, jusqu'à vraiment mourir de faim, sur les mamans singes qui étaient chauffées, et que vraiment, quand ils n'en pouvaient plus, ils allaient se rendre là où ils allaient trouver leur nourriture, et puis ils revenaient immédiatement chez les mamans singes qui étaient chauffées. Alors, quelle est la conclusion ? Avant de vous la donner, comme j'aime bien les métaphores animalières, j'ai une autre petite expérience qui a été menée sur des rats, avec 3 groupes de rats qui ont été élevés par des chercheurs. Et donc les chercheurs faisaient, selon les groupes de rats, premier groupe, ils nourrissaient les rats et ils les caressaient. Deuxième groupe de rats, ils nourrissaient les rats et ils les molestaient, ils les frappaient. Troisième groupe de rats, ils les nourrissaient et c'est tout, aucun contact physique. Et derrière, ils sont intéressés sur les courbes de croissance de ces rats. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Évidemment, la courbe de croissance qui était la plus forte, la plus harmonieuse, c'était les rats qui étaient nourris et qui étaient caressés. Mais paradoxalement, la deuxième population qui avait le plus de croissance, c'était les rats qui étaient nourris et qui étaient frappés. La conclusion, c'est qu'en fait, on préfère, les rats ou même les humains, préférons avoir un contact humain, même négatif, à pas de contact du tout. Et ça a été derrière théorisé et travaillé par Susan Fiske qui a analysé qu'en fait la chaleur était plus importante que la compétence. Et c'est des choses qui sont en fait très importantes dans les relations humaines. C'est de se dire qu'en fait aujourd'hui, elle a analysé 3 choses sur ce thème-là. C'est que dans notre relation entre individus, mais qui est aussi possible de penser en relation entre soi et une entreprise ou une marque, les choses les plus importantes et qui vont permettre de savoir comment est-ce qu'on va réagir, c'est la chaleur et la compétence. Donc la chaleur, c'est quelle est mon intention par rapport à l'autre, et la compétence, c'est la capacité à mettre en place cette intention. Je peux être amical, et derrière, comment est-ce que j'ai les moyens en fait, d'être amical, ou je peux être agressif, est-ce que j'ai les moyens d'être agressif ? Et donc, c'était la chaleur qui était plus importante que la compétence. Donc, pour les marques, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que vous pouvez avoir un très bon produit. C'est aujourd'hui nécessaire, mais en fait, ce que les gens vont retenir, ce qui va faire que vous allez faire la différence et vous positionner différemment, c'est tout ce qui va venir autour, c'est ce qu'elle appelle la chaleur, donc le côté un peu humain et la relation. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, nos marques, elles apparaissent dans ce contexte-là, un contexte social où on va retrouver les photos de nos amis, où on peut être consulté dans les toilettes, donc dans des lieux d'intimité extrêmement forts. Donc plus que jamais, en fait, cette chaleur, elle est fondamentale. Et ça a été prouvé sur du business, avec une étude de cas comparative, alors c'était une étude américaine, sur 2 catastrophes, on va dire, un BP et une plateforme pétrolière en feu, Tylenol, des problèmes sanitaires et un retrait de plusieurs dizaines de milliers de médicaments du marché américain. Le premier, moins 40% d'intention d'achat versus ses concurrents. Le second, absolument rien n'a changé. Les chercheurs se sont posé la question quelle était la différence entre ces deux entreprises, ces deux situations, et ils ont fait tout un tas d'analyses, d'études, et ce qui est ressorti, c'est qu'en fait c'était toutes les intentions, toute la perception qui était liée à des items de chaleur, de warmth, qui était extrêmement fort chez Tylenol, totalement absent de BP. Et donc c'est en fait cette chaleur-là, non seulement elle permet d'avoir une meilleure relation au quotidien, mais elle construit une fidélité, elle construit une confiance derrière. Et donc c'est quelque chose qui est important, extrêmement important au niveau du business. Donc derrière, je vais aller vite parce que faut que je me dépêche, mais derrière, je vous invite à penser en fait comment votre marque pourrait être perçue et se penser comme un individu quand elle prend la parole, quand elle produit des contenus, avec qu'est-ce qui l'a fait se lever le matin, quelle est votre manière de faire, quelles sont vos fiertés, quel est votre caractère, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Moi, je rêverais de bosser pour des marques qui me disent tiens, je veux 3 défauts et comment est-ce qu'on les met en œuvre au quotidien pour paraître plus humain. Ça serait assez intéressant. Je vous ai mis quelques exemples, on pourra en parler après si vous le souhaitez, de Burger King, Patagonia. Ce qui est intéressant sur GE, c'est que même des marques corporate peuvent travailler une vraie personnalité, une vraie chaleur dans leur manière de communiquer. Donc ça, c'est le premier point, en gros, comment être plus humain. Deuxième point, évidemment, c'est démontrer une utilité, voire un engagement. Alors, utilité, c'est vraiment être ambitieux quand je parle d'utile. C'est pas dire, tiens, je vais parler de mon histoire, ça va intéresser les gens, etc. Votre histoire, il y a une petite partie de la population qui va s'y intéresser, mais c'est pas probable que ça motive les foules. Moi, j'aimerais bien recevoir un brief qui me dit tiens, je voudrais produire un contenu qui va sauver une vie demain. Je suis pas sûr d'avoir la réponse, mais en tout cas, c'est quelque chose qui serait intéressant de se dire tiens, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit tellement utile que je vais m'en resservir suffisamment pour que ça me serve au quotidien et que ça m'enrichisse et que je vais le réutiliser plus tard régulièrement dans ma vie.
L'utilité, c'est pas juste l'utilité comme ça peut aussi être quelque chose qui est plus sur du plaisir. Donc là, on va parler de culture, hein, quelque part, où je trouve que c'est quand même assez chouette d'avoir une marque de boisson qui réussit à rendre fier quelqu'un de porter son t-shirt. Il n'y a pas beaucoup de marques dont on aura envie de porter quelque chose là-dessus, surtout sur des boissons comme vendues dans des bouteilles en plastique. Donc voilà, c'est comment est-ce que demain on peut aussi produire des choses qui vont réussir à nous faire rentrer dans une culture et être suffisamment plaisante pour être perçues comme aussi positive que ça. Et troisième niveau de l'utilité, là c'est encore un niveau supérieur, et là je vais parler de quelque chose qui ne doit pas être juste de la communication, qui doit être vraiment une démarche d'entreprise et qui doit être fondée sur des choses qui soient fortes, sinon d'ailleurs on se fait descendre et c'est normal, donc il faut que ce soit quelque chose qui soit réel. 80% des consommateurs pensent que les entreprises et les marques ont un rôle à jouer dans l'amélioration de la société, mais il n'y a que 25% des marques qui, d'après eux, jouent vraiment ce rôle. Donc il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre là-dessus. Si vous avez suivi Cannes et les Lions, il y a la bonne partie des gagnants sur la catégorie cyber notamment, qui est sur cette dimension d'utilité. Comment est-ce que ce soit Always avec Like a Girl et qui va se positionner sur la confiance et sur comment est-ce la discrimination des femmes, I Will What I Want, qui ont des impacts en fait extrêmement forts sur les ventes derrière. Donc c'est pas juste une dimension un petit peu je fais ça pour améliorer la société, mais ça a un impact, ça a du gagnant-gagnant. Je vais aussi améliorer derrière ma rentabilité et la pérennité de l'entreprise. Troisième sujet, du coup, donc on est plus humain, on est utile ou plaisant, et on va aussi réinventer la manière dont on va aller au contact de nos publics, puisque ce public il est plus compliqué à toucher, il a d'autres manières de consommer le contenu. Alors quelques pistes là-dessus. Ça c'est Google dans leur lab, leur think tank, qui est les micro-moments. Donc c'est comment repenser en fait un peu différemment les parcours clients, les moments de contacter les internautes. Et pour eux en fait on est aujourd'hui dans une dimension où justement parce qu'on est dans un présent qui est extrêmement fractionné, on va toucher les gens à des moments différents, des moments qui sont plus petits, des moments qui sont plus pointus. Et donc la vraie question c'est comment est-ce qu'on est présent à ces moments-là et comment est-ce qu'on enrichit ces moments-là. La temporalité, elle peut être aussi sur la production de contenu, tout ce qui est donc temps réel, notamment sur les médias sociaux. Je vous ai parmi l'exemple d'Oreo, qui est un peu l'exemple bateau sur le Super Bowl, qui est très connu, à traiter avec intelligence, je dirais, parce qu'on peut très vite tomber dans des choses qui sont soit peu intéressantes, soit vues et revues. Donc c'est quelque chose qui peut avoir de l'intérêt, qui peut être aussi compliqué à mettre en place de manière intelligente. Il faut aussi repenser le sens de la relation, tout ce qui est inbound marketing, on va en parler je pense un peu plus tard, mais c'est se dire comment est-ce qu'on ne va plus spammer les gens, mais comment est-ce qu'on se fait trouver par les gens au moment où ils en ont besoin. Donc c'est plutôt les gens qui viennent nous voir directement sans volonté initiale de notre part. Je pense qu'il y a au contraire beaucoup d'efforts de notre part pour le faire, mais voilà, qu'on ne soit pas intrusif, mais qu'on soit au contraire une solution à un besoin, et non pas le mec qui s'incruste. Retravailler la précision de la relation. Je vous ai mis un exemple qui est tout sauf digital, mais que je trouve vraiment sympa, qui est une vodka produite localement avec et donc le nom de la marque c'est Our et le slash, et après il rajoute le nom de la ville dans laquelle c'est produit. Et je suis persuadé que demain, on en reparlera un peu plus tard aussi, mais c'est comment est-ce que la donnée va nous permettre d'avoir des messages qui soient ultra personnalisés en fonction de qui je suis, en fonction du moment dans lequel je consulte un email ou je regarde un site, et qu'on soit vraiment sur quelque chose qui me parle à moi à un moment donné. Et dernier point, et puis je vais laisser la parole ensuite, c'est comment aussi réinventer les outils de la relation. Je vous ai mis... on est sur du mobile encore plus que jamais, et c'est des choses qui vont continuer. On est sur des applications de messagerie et moins sur du mail. Donc il y a tout un tas de questions aussi à se poser par rapport à ça, sur quels sont les outils aujourd'hui utilisés par les internautes, mobinautes, etc. pour se connecter. Comment est-ce qu'on peut venir dans cette relation? Est-ce que la relation de demain elle doit pas être aussi en one-to-one, aussi pointue que ça, et pas juste sur du mass mailing? Voilà, en gros, pour cette introduction. Si vous deviez un peu vous dire, tiens, dans quelle dimension, dans quel axe je peux essayer d'orienter mes réflexions avant de rentrer dans la production de contenu pur et dur et de rentrer dans les considérations héroïstes, etc., c'est comment est-ce que ces contenus peuvent nourrir votre personnalité, comment vous pouvez vous penser comme un humain, quelque part, comment vous amener de l'utilité ou du plaisir, et comment est-ce qu'on repense la manière de toucher les gens par le lien. Merci.